D'après vous, qu'est-ce qui est le plus mortel? Un médicament? Des gouttes pour les yeux? Ou un shaker de protéines? Instinctivement, vous allez choisir le médicament. Pourtant, dans cette histoire, les trois peuvent tuer. Et c'est exactement ce que les médecins ne comprennent pas. Parce que pour la 3e fois en 10 jours, une femme est renvoyée chez elle, alors que tous ses organes sont en train de lâcher. Elle souffre horriblement. Mais les examens sont normaux. Les résultats sont rassurants. Il n'y a rien. En réalité, la vérité se tient déjà dans la pièce, juste à côté d'elle. Si vous allez chez le médecin et qu'il vous confirme que vous êtes gravement malade, c'est une épreuve difficile à passer. Mais maintenant, imaginez que vous souffriez énormément. Sauf que cette fois, personne ne peut vous dire exactement quel est le mal qui vous ronge. C'est assez terrible, non ? C'est justement ce que traverse Angela Craig, une femme de 43 ans amenée aux urgences de l'hôpital UC Health d'Aurora, dans le Colorado, le 15 mars 2023. C'est sa 3e hospitalisation en 10 jours. Depuis plus d'une semaine, cette mère de famille de 6 enfants, qui était pourtant sportive et pleine de vie, enchaîne les allers-retours entre sa maison et les salles d'examen. Seulement, les médecins sont incapables de poser un diagnostic. Tout commence le 6 mars quand elle envoie un message à son mari, James, pour lui dire qu'elle se sent droguée et bizarre. Comme si ses yeux n'arrivaient plus à faire la mise au point. Ce matin-là, il l'emmène aux urgences de l'hôpital Advent Health Parker. Angela passe une IRM, un scanner, et fait des prises de sang, mais cette première batterie de tests ne donne rien. Aucune anomalie n'est détectée. La patiente est donc renvoyée chez elle avec comme seule consigne de se reposer et de revenir si les symptômes persistent. Le lendemain, le 7 mars, toujours mal en point, elle se rend dans un centre de soins. Même résultat, RAS. Et retour à la maison quelques heures après. 2 jours s'écoulent, l'état d'Angela s'aggrave encore. Ses enfants la retrouvent inconsciente. Et un peu plus tard, elle doit ramper au sol pour rappeler à l'aide, parce que désormais, elle est incapable de se lever. Cette fois, elle est admise au Advent Health Parker, où elle reste 5 jours sous surveillance permanente. La mère de famille est soumise à une batterie de tests supplémentaires, mais les médecins n'y comprennent rien. Même les spécialistes consultés sont largués. Ils ont sous les yeux une quadragénaire en bonne santé générale qui présente des symptômes neurologiques sortis de nulle part. Angela a d'ailleurs cherché des réponses par ses propres moyens avant de devoir être hospitalisée. Elle a pensé à une infection de l'oreille interne, ou peut-être à du diabète, vu qu'il y en a dans sa famille, sans que les soignants ne puissent trouver une corrélation. En l'absence de réponse, il la laisse sortir le 14 mars, sans pouvoir lui en dire plus. C'est son frère, Mark, qui raccompagne Angela chez elle. Un trajet d'à peine 15 km, qui l'épuise pourtant tellement qu'elle peut à peine marcher en arrivant. Comme elle le dit elle-même, elle tremble à l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Malgré tout, dans l'heure qui suit son retour à domicile, elle s'installe devant un ordinateur pour faire une nouvelle recherche sur les causes possibles de ses symptômes. Parce qu'Angela Craig est une battante, c'est dans son ADN. Malheureusement, sa bonne volonté ne suffit pas et le 15 mars, elle est de retour à l'hôpital. Cette fois, les vertiges sont si forts qu'elle ne comprend même plus ce qui se passe autour d'elle. En salle d'attente, si personne lui parle, elle perd connaissance. Son frère, Mark, et sa belle-sœur, Renée, qui l'ont amenée en urgence, sont terrifiés. James, le mari d'Angela, arrive un peu plus tard. Dans la chambre d'hôpital, il lui tient la main, parle au médecin et envoie des nouvelles à leurs proches régulièrement. Visiblement, il est rongé par l'angoisse, pleure à chaudes larmes et essaye même de faire jouer ses propres contacts. En ultime recours, James contacte Michelle Redfern, l'épouse de son associé Ryan, qui est professeur en soins infirmiers. Il lui liste les examens qui ont été effectués et mentionne le fait que rien n'a été trouvé. Il envoie des photos du personnel médical qui s'affaire autour d'Angela, en précisant que les médecins sont très inquiets. En bref, ce père de famille dévasté fait tout ce qu'il peut pour sauver la femme qu'il aime. Mais pour que vous puissiez comprendre à quel point cette scène est poignante, il faut d'abord que vous sachiez qui sont les Craig. Il y a des familles qui, vues de l'extérieur, ressemblent à une publicité pour le rêve américain. Une grande maison dans une banlieue calme, des enfants bien élevés, un père qui travaille dur et une mère courage qui tient l'ensemble fermement soudé. Les Craig qui vivent à Aurora dans le Colorado, c'est ce genre de famille-là. À 45 ans, James Tolliver Craig est dentiste. Il est propriétaire du cabinet Summerbrook Dental Group, une clinique bien connue de la banlieue de Denver où il exerce depuis 2006. C'est un homme instruit et ambitieux,
qui inspire naturellement confiance. Ce qui est pas gagné quand t'arraches des dents. C'est à l'université du Missouri à Kansas City que James obtient son diplôme de docteur en chirurgie dentaire. Il a également enseigné la biochimie, l'histologie et la dentisterie clinique à la faculté pendant un temps. Bref, quand James entre dans une pièce, il le voit comme un professionnel accompli. Quelqu'un de sérieux, qui ne démérite pas non plus dans le cadre privé. À ses côtés, il y a Angela. Elle a 43 ans et elle est originaire de Dodge City, au Kansas. C'est la benjamine d'une grande fratrie de 10 enfants, qui aime plaisanter en disant qu'elle est la préférée. Elle a épousé James le 18 décembre 1999, à tout juste 20 ans, et a quitté sa ville natale pour le suivre. Ensemble, ils ont eu un fils et 5 filles, qui ont de 9 à 21 ans en 2023. Angela fait l'école à la maison pour certains d'entre eux, aide à gérer le cabinet dentaire de son mari quand il en a besoin, et s'investit sans compter dans sa communauté religieuse. Les Craig sont mormons, membres actifs de leur église, et les valeurs familiales sont au cœur de tout ce qu'ils font. Angela occupe plusieurs rôles dans leur congrégation, mais celui qui lui tient le plus à cœur, c'est la généalogie. Chez les Mormons, la généalogie, c'est pas un simple loisir, c'est une pratique spirituelle, une manière de rattacher les vivants aux morts, et de donner du sens à l'histoire familiale. À côté de l'église, elle a aussi une multitude de projets. Dans 5 à 7 ans, elle veut acheter une maison avec un atelier de menuiserie, quelque part dans le Montana, et a déjà hâte de devenir grand-mère. En bref, les Craig forment un foyer américain modèle. Ils ont une maison estimée à 1,3 million de dollars, 6 enfants, une foi solide, et leur couple semble traverser les décennies main dans la main. Alors, forcément, quand Angela se retrouve hospitalisée dans un état critique pour de mystérieuses raisons, ce que tout le monde voit, c'est une injustice. Une maladie inconnue, qui frappe une innocente famille si fort que la situation se solde par un drame. Le 15 mars au soir, la santé d'Angela s'est tellement dégradée qu'elle n'a plus d'activité cérébrale. Cliniquement, elle est déjà partie. Sa mort est officiellement prononcée 3 jours plus tard, le 18 mars 2023, à 16h29. Selon sa belle-sœur, Renée, ses derniers mots étaient une question, à laquelle personne n'a pu répondre à temps. Pourquoi j'ai mal? Une question à laquelle je vais vous répondre, en commençant par vous parler un peu plus d'une personne en particulier. Parce que, contrairement à ce que tout le monde pense, cette personne a plutôt bien caché son jeu. Pour comprendre comment on en est arrivé là, faut rembobiner, loin en arrière. Ce que personne ne voit sur les photos de famille, c'est la vérité. Et que le mariage des Craig était en bout de course depuis des années. Essoufflé, comme moi en montant un pauvre étage. En 2009, 10 ans après leur union, Angela tient un journal intime dans lequel elle écrit des mots qui témoignent déjà d'une détresse certaine. « Je me sens si perdue et si seule. Plus nous avançons dans ce processus, moins je me sens capable de pardonner. J'ai regardé Jim aujourd'hui et je pouvais ressentir aucun amour. Toutes les choses que j'aimais en lui, en nous, étaient un mensonge. » Cela dit, c'est en 2018 que le vernis craque pour de bon. Parce que cette année-là, James avoue à sa femme qu'il a une liaison. Les membres du couple tentent une thérapie, individuelle et ensemble, pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Angela choisit de rester, non pas par naïveté ou parce qu'elle ferme les yeux, mais parce que sa vision de la famille et sa foi lui imposent de ne pas quitter le navire, même quand il se dirige droit sur un méga iceberg. Malgré les difficultés qu'elle rencontre dans son mariage, elle reste déterminée à garder son foyer uni. De toute évidence, James, lui, a une autre vision des choses. En 2019, il confie à une amie proche qu'il lutte contre une addiction au sexe et qu'il a déjà envisagé de sauter la vie, mais également qu'il a déjà drogué sa femme pour qu'elle ne l'en empêche pas. Angela l'apprend. Mais fidèle à elle-même, elle décide de rester à ses côtés pour l'aider à traverser cette crise. On commence à cocher pas mal de cases du true crime là. Ce qui se passe ensuite est un effondrement lent. Le cabinet dentaire de James, en apparence florissant, est en fait un authentique gouffre financier. En 2021, il accumule plus de 2 millions de dollars de dettes et l'homme se déclare en faillite, personnelle et professionnelle. Son ami de longue date, Ryan Redfern, un autre dentiste qu'il connaît depuis leurs études à Kansas City, accepte de devenir son associé en août 2022 pour renflouer l'affaire. Pourtant, même avec ce partenariat, la situation ne s'améliore pas vraiment. Quelques mois après, Ryan annonce à James qu'il va devoir accepter une réduction de salaire drastique et renoncer à une partie de ses vacances. Il encaisse sans rien dire, mais les murs se resserrent autour de lui. Et pendant que son cabinet coule, il fait rien pour se reprendre sur le plan personnel non plus. C'est même tout l'inverse. Tandis qu'Angela a déjà passé l'éponge sur l'une de ses infidélités,
Fin 2022, il s'inscrit sur Seeking.com, un site de rencontre qui met en relation des sugar daddies avec des sugar babies. Pour les plus innocents d'entre vous et ceux qui font semblant de pas savoir, un sugar daddy est un homme financièrement aisé et généralement plus âgé que sa sugar baby. Une femme qu'il entretient en échange de sa compagnie, d'attention. Et on va pas se mentir, souvent aussi de relations intimes. Sur le site, James crée un profil sous le pseudo Jim and Waffles. Après ça, il fréquente plusieurs femmes en parallèle, multiplie les mensonges et mène une double vie que personne dans son entourage ne soupçonne. La première que le dentiste a commencé à voir régulièrement est une dénommée Carrie Agassiz, contactée sur Seeking à l'automne 2022. Cette mère célibataire de 3 enfants, résidant à Fort Collins, est chauffeur pour Lyft, un concurrent d'Uber. Elle a vu James 4 fois en tout, et leur relation a une composante sexuelle assumée. C'est un arrangement du type Sugar Daddy, Sugar Baby, et rien d'autre. James offre à Carrie et à sa famille une multitude de choses. Il paie des dîners dans des restaurants chics et a financé une partie des frais d'avocat engagés pour sa séparation. Il donne aussi $100 à chacun de ses enfants pour Noël et a même acheté une Honda Accord d'une valeur de $9 000 à sa fille. En retour, Carrie procure à James la compagnie ainsi que l'intimité que son mariage ne lui apporte apparemment plus. La seconde femme qu'il fréquente s'appelle Elizabeth Gore. Oui, je sais pour son nom de famille, mais c'est comme ça. C'est une analyste de données, également rencontrée sur Seeking.com, avec qui il a noué une relation un peu différente. En décembre 2022, James fait un séjour dans le Montana avec Elizabeth. Un court voyage censé être romantique. Sauf que le lendemain de leur arrivée, alors qu'ils roulent vers une station de ski, Angela appelle son mari. Le coup de fil dure près de 2 heures, durant lesquelles le dentiste prend une sauce bien méritée. Visiblement, son épouse a trouvé quelque chose de compromettant sur son ordinateur. On ne sait pas exactement ce qu'elle a vu, ce qui est sûr, c'est qu'elle l'accuse ouvertement d'avoir une liaison. Donc le voyage de James et Elizabeth tourne court, parce qu'il doit rentrer à Aurora en catastrophe, manger son savon de l'espace. À son retour, il ment à Angela, en minimisant fortement les choses, et lui promet qu'il ne voit plus personne. James nie, en s'excusant platement d'avoir un jour suggéré qu'il devrait divorcer. Le 22 décembre 2022, il lui écrit d'ailleurs « J'aime être marié avec toi ». Là, même Pinocchio prend des notes. Angela est brisée par cette nouvelle tromperie. Mais encore une fois, elle reste. Pour reprendre les mots de sa sœur, quand il s'agissait de supporter les trahisons de James, c'était une coureuse de marathon. Et ici, parler de marathon n'a rien d'un abus de langage. D'autant plus que celui-là n'a pas de ligne d'arrivée. Toutes les promesses faites à Angela sont évidemment fausses. Après cet incident, il continue de contacter Elizabeth, de lui envoyer de l'argent, mais aussi de lui promettre un avenir commun. Et c'est pas terminé, vu qu'il y a aussi Jordan Ivy dans l'équation. Une 3e femme rencontrée de la même façon que les 2 autres, en octobre 2022. James l'emmène elle aussi dans le Montana, lui offre un iPhone et lui fait plusieurs virements Venmo. C'est l'équivalent de PayPal aux États-Unis. Mais Jordan reste lucide sur la nature de leur relation, qu'elle qualifie de pas très sérieuse, même si le dentiste dit s'être attaché à elle. Là, vous vous dites sûrement qu'avoir 3 maîtresses en même temps, ça relève de l'exploit. Faut aussi un sacré cardio, on est d'accord. Et bah pourtant, le mari infidèle va pas s'arrêter là. Il va en prendre une 4e. Une rencontre qui va tout faire basculer. Le 22 février 2023, James prend un vol pour Las Vegas. Il doit assister à une grande conférence de formation continue en dentisterie, un événement annuel qui réunit des milliers de praticiens venus de tous les États-Unis. Angela, quant à elle, reste à Aurora avec leurs 6 enfants. Rappelons qu'au moment où il monte dans cet avion, James a déjà 4 relations, si on inclut celle qu'il a ou est censé avoir avec son épouse. Il envoie des messages à Elizabeth et pense à Carrie, tout en gardant Jordan dans un coin de sa tête. Malgré cet emploi du temps relationnel déjà bien chargé, il ne ferme aucune porte. Faut bien rentabiliser les pilules. La conférence dentaire de Las Vegas dure 4 jours, du 22 au 25 février. Et pour James, c'est une aubaine. C'est un événement énorme. Il y a des dizaines de stands, des ateliers, des cours magistraux et des événements mondains le soir. Le premier soir, les organisateurs ont privatisé l'Allegiant Stadium, le stade de l'équipe de football des Raiders, pour un dîner. Un buffet est servi directement sur la pelouse synthétique d'un stade NFL, sur laquelle des milliers de dentistes doivent se retrouver. C'est le genre de soirée où les gens parlent entre eux, socialisent et cherchent à réseauter. James fait la queue pour monter dans la navette qui doit emmener les participants au stade, quand il croise le regard du docteur Karin Kane,
une orthodontiste de 50 ans. Depuis 21 ans maintenant, elle a un petit cabinet à Marble Falls, une ville tranquille du Texas, située à 1 heure à l'ouest d'Austin. Côté perso, elle a 2 enfants adultes et vient tout juste de divorcer, après 27 ans de mariage. James est donc, pour ainsi dire, le premier homme avec qui elle a une conversation privée depuis près de 30 ans. Ils commencent à discuter dans la navette, puis au stade. Et enfin, pendant les pauses entre les cours, les jours suivants. L'homme se montre ouvert, vulnérable et attentionné. Il parle de ses enfants avec tendresse, raconte qu'il traverse lui aussi un divorce, et confie ses difficultés personnelles à Karine. Là, on sait plus s'il est dentiste ou joueur de pipeau professionnel. En tout cas, James dit qu'il ne vit plus sous le même toit qu'Angela, et qu'ils font des allers-retours pour s'occuper de leur fille à tour de rôle. Sauf qu'il n'a jamais entamé de procédure de divorce. Il vit toujours dans la maison conjugale, et il dort dans le même lit que sa femme. Évidemment, Karine n'a aucun moyen de savoir qu'il ment, et part du principe qu'il dit la vérité. Son apparente sincérité la touche, ainsi que sa façon de se montrer fragile et de baisser la garde. Durant la conférence, James dîne 2 fois avec la quinquagénaire. Leur relation devient aussi plus intime physiquement, même si Karine pose une limite claire. Elle n'aura pas de rapport sexuel avec lui tant qu'elle n'est pas certaine qu'il est la bonne personne. Il accepte, en lui précisant même que c'est une condition raisonnable. Par contre, ce qu'il se garde de révéler, c'est qu'au cours de la conférence, il a aussi engagé une prostituée à Vegas. Il a décidé de profiter de toutes les attractions locales. Le 25 février, l'événement se termine, et tous les participants doivent rentrer chez eux. À l'aéroport, James envoie un message à Elizabeth pour lui dire que son vol a du retard. C'est vrai que son vol est retardé, mais l'homme profite de ce laps de temps pour courir vers une autre porte d'embarquement. Il cherche Karine, la retrouve pour lui donner un dernier baiser avant qu'elle ne monte dans son avion pour le Texas. Et alors qu'ils ne se connaissent que depuis 3 jours, il lui dit qu'il l'aime. Ça serait presque mignon si c'était pas un obsédé. L'orthodontiste est déstabilisé par l'intensité de cette déclaration, mais elle s'enfuit pas. Quelque chose chez James l'attire profondément. Et pour la première fois depuis des décennies, elle se sent désirée, écoutée et choisie. Dans les jours qui suivent, il s'envoie des milliers de messages. 4000 en 18 jours, pour être plus précis. James multiplie les déclarations enflammées, en anglais et même en espagnol. Il dit clairement à Karine qu'il s'imagine la demander en mariage, et elle lui répond qu'elle se voit bien acceptée. Le nouveau couple illégitime a des échanges sexuellement explicites, parle d'emménager ensemble et fait des projets communs. Ce tourbillon émotionnel est d'une violence inouïe pour une femme nouvellement célibataire, qui pensait ne plus jamais retomber amoureuse. Seulement pendant ce temps, James communique avec Angela comme si de rien n'était. Il contacte aussi toujours Elizabeth, à qui il envoie des fleurs le 28 février, mais également Carrie, en lui disant qu'il va divorcer. Comment il fait pour pas s'en mêler les pinceaux ? Je sais pas. Mais aucune d'entre elles ne sait vraiment que les autres existent. Et à mesure que le dentiste jongle avec ses conquêtes cachées, l'officielle devient de plus en plus gênante. Un souci qu'il entend bien régler à sa façon. Durant l'un de ses dîners avec Carrie, James a prononcé une phrase assez perturbante. À ce moment-là, ils parlaient ensemble du film The Purge, un film d'horreur dans lequel un jour par an, tous les crimes sont légaux. N'importe qui peut donc commettre un meurtre sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Du vrai Shakespeare. Mais c'est là que James a précisé que s'il pouvait purger quelqu'un, ce serait sa femme, avant d'ajouter qu'il sait comment tuer une personne sans laisser de traces. Sur le coup, Carrie n'a pas paniqué. Elle a juste pensé que c'était un trait d'humour noir, le genre de truc morbide qu'on peut dire sans pour autant penser à mal. Curieusement, ce genre de plaisanterie me donne souvent du travail. James pensait bel et bien à mal. Il y pensait même très sérieusement. Et le 27 février, 2 jours après son retour de Las Vegas et sa rencontre avec Karine, il met son plan macabre en marche. Ce jour-là, il arrive à son cabinet dentaire à Aurora. Il s'installe devant l'ordinateur de la salle d'examen numéro 9, une pièce un peu à l'écart du reste de la clinique. Pour créer un nouveau compte Gmail, jimandwaffles@gmail.com. Oui, le même pseudo qu'il utilise sur seeking.com. Sauf que ce compte-là, il l'utilise pas pour draguer. À 14h34, il tape dans la barre de recherche Google « Existe-t-il un poison indétectable ?» Puis 46 minutes plus tard, à 15h20, « Comment fabriquer du poison à partir de laurier rose ?» Et 1 minute après, « Acheter arsenic, Aurora, Colorado. L'arsenic est-il détectable ? Combien de grammes d'arsenic pur faut-il pour tuer un humain ?» En l'espace de quelques heures, James cherche purement et simplement la meilleure façon d'empoisonner quelqu'un sans risquer de se faire prendre. Et il le fait pas depuis son téléphone ou l'ordinateur de la maison, mais depuis un endroit où personne n'est censé aller vérifier son historique de navigation. Le même jour,
Il crée un compte Amazon relié à l'adresse jimandwaffles@gmail.com et au nom de Jim Craig pour commander 10 grammes d'arsenic cristallin. Le prix, $13. C'est ce que coûte un poison mortel sur Amazon aux États-Unis. Et pour ceux qui penseraient que je suis en train de donner un tuto, c'est effectivement un tuto. Mais un tuto pour aller jouer à chat dans les douches d'une prison. La commande est expédiée le lendemain, le 28 février. Ce même jour, l'historique de l'ordinateur montre que James a fait de nouvelles recherches. Comment faire passer un meurtre pour une crise cardiaque? Dose fatale de tétrahydrozoline. La tétrahydrozoline est le principe actif qu'on trouve dans les gouttes pour les yeux Visine. Administrée à la bonne posologie, elle soulège les irritations oculaires. Sauf que, si on l'ingère en grande quantité, elle provoque un effondrement de la tension artérielle, des convulsions et un arrêt cardiaque. James veut en réalité avoir plusieurs options. Un arsenal, un plan B au cas où le plan A ne fonctionnerait pas. Le 1er mars 2023, Angela part dans l'Utah pour rendre visite à sa famille et participer à une conférence de généalogie avec sa sœur. Pendant ce temps, une autre recherche est faite sur l'ordinateur de la salle d'examen numéro 9. Combien de temps faut-il pour mourir d'un empoisonnement à l'arsenic? James envoie également des messages à Karine pour lui dire qu'Angela est partie dans l'Utah et ajoute innocemment qu'il espère qu'elle décidera d'y rester longtemps. Le 4 mars, le colis Amazon est livré à la maison des Craig. 10 grammes d'arsenic cristallin, dans un paquet tout ce qu'il y a de plus ordinaire, posé sur le seuil de la maison coûtant 1,3 million de dollars où vivent 6 enfants. Le 5 mars, Angela rentre chez elle. Elle retrouve sa famille, range ses affaires et reprend sa routine. Le lendemain matin, elle se réveille et enfile ses baskets pour faire sa séance de sport habituelle. Comme tous les jours, James lui prépare un shaker protéiné. Sauf que cette fois, il y ajoute un ingrédient supplémentaire. De l'arsenic. Vous connaissez la suite, à savoir les 10 jours d'agonie dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Ce que vous savez pas encore, par contre, c'est ce qui s'est passé en coulisses pendant qu'Angela écumait les hôpitaux. Parce que le serial niqueur a fait un paquet de choses. Le 6 mars 2023, aux alentours de 7h du matin, James est au boulot. Il est arrivé en retard à la réunion d'équipe de 6h45. Et ça lui ressemble pas. D'ailleurs, ça n'a pas échappé à Caitlin Romero, la responsable administrative du cabinet. James s'est excusé en disant que sa femme se sentait pas bien, parce qu'il avait probablement mis trop de protéines en poudre dans son shaker. Pendant les jours qui suivent, entre les visites à l'hôpital durant lesquelles il joue au mari inquiet, il ne reste pas inactif. Le 6 mars au soir, après les heures d'ouverture, il revient au cabinet. Caitlin est encore là, comme souvent en fin de journée. Et son employeur lui dit qu'il a juste besoin d'être seul. Il veut s'isoler un moment. Après ça, la responsable administrative reprend son travail. Et quand elle s'apprête à partir, toutes les lumières du cabinet sont éteintes. Elle pense donc que James est parti. Sauf qu'en traversant le couloir, elle sursaute. Le dentiste est assis dans l'obscurité, devant l'ordinateur de la salle d'examen 9. L'écran éclaire son visage dans le noir. Évidemment, il ne lui explique pas ce qu'il fait là, mais en réalité, il commande une importante quantité d'oléandrine, un poison extrait du laurier rose. Ignorant tout ça, Caitlin rentre tranquillement chez elle. Et pendant le trajet, elle reçoit un texto de James. L'homme lui dit qu'il va recevoir un colis personnel au cabinet et qu'il ne faut pas l'ouvrir. Le 8 mars, tandis qu'Angela fait des recherches sur ses symptômes dans la cuisine, son mari passe à la vitesse supérieure. Son colis d'oléandrine n'arrivera jamais, parce qu'il a été intercepté par FedEx. Frustré, il contacte donc Midland Scientific, un fournisseur de produits chimiques pour laboratoire, et commande du cyanure de potassium. Sur le formulaire, il prétend être un chirurgien qui a besoin de cette substance pour une procédure de reconstruction crânio-faciale. Il précise même qu'il espère publier les résultats de l'opération à venir dans une revue spécialisée. Oui, mais James ne s'occupe que de la dentisterie. Il n'est pas chirurgien à proprement parler. Mais étant donné que le formulaire a l'air officiel et que son numéro de licence dentaire est fourni, l'entreprise valide sa commande. Dans la note accompagnant sa demande, il écrit qu'il espère que le produit est en stock et qu'il peut venir le récupérer le jour suivant, le 9 mars. À Aurora, ce soir-là, à 22h50 environ, sa carte bancaire est utilisée dans un supermarché King Soopers pour acheter 12 flacons de gouttes Visine. L'arsenic ne marche visiblement pas assez vite à son goût. Du coup, il diversifie. Le 9 mars au matin, Angela boit un nouveau shaker protéiné, encore une fois préparé par son mari. Cette fois, l'effet est immédiat et dévastateur. Une prise de sang effectuée à 11h24 ce matin-là révèle un taux d'arsenic de 330 microgrammes par millilitre de sang. C'est un niveau toxique, suffisant pour provoquer des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, des vertiges et une désorientation complète. Exactement ce qu'Angela décrit depuis 4 jours. Malheureusement, ce résultat, personne ne le voit en temps réel.
L'échantillon de sang est stocké, archivé, et aucune analyse permettant de révéler la présence d'arsenic n'est conduite. À ce moment, les médecins d'Advent-Health Parker ne savent tout simplement pas ce qu'ils cherchent, ou doivent chercher. Le 9 mars au soir, James appelle Caitlin pour lui dire qu'il ne pense pas qu'Angela passera la nuit. À 22h15, il achète 7 flacons supplémentaires de Visine dans le même supermarché, toujours avec sa carte bancaire. Le 10 mars, il contacte Midland Scientific pour demander où en est la livraison du cyanure. On lui répond que le produit n'est pas en stock, mais qu'il sera expédié en envoi express dès que possible. Le samedi 11 mars, il rappelle l'entreprise à 19h30. Il dit qu'il a patienté toute la journée à son cabinet et que le colis n'est pas arrivé. Qui attend un colis de cyanure de potassium un samedi soir dans son cabinet dentaire fermé, à part un mec qui va finir sur ma chaîne? Dans le même laps de temps, il contacte Karine pour organiser sa venue à Denver. Sa femme est au plus mal, branchée à des moniteurs dans une chambre d'hôpital, et James achète tranquillement un billet d'avion à sa maîtresse. Le 13 mars, le colis qu'il attendait arrive. Midland Scientific livre le cyanure de potassium directement au cabinet Summerbrook Dental. Le paquet est adressé à Jim Craig personnel et porte des autocollants qui indiquent qu'il présente un danger biologique. James avait bien dit à Caitlin qu'il ne fallait pas l'ouvrir. Mais ce jour-là, un autre employé qui n'a pas eu cette consigne est présent. Il ouvre donc le carton et tombe sur un emballage en aluminium argenté, accompagné d'un bordereau d'expédition. Ne sachant pas quoi en faire, le salarié tend le paquet ouvert à sa supérieure, qui jette un œil. Sur le bordereau, c'est écrit « Potassium cyanide ». En 14 ans de carrière, Caitlin n'a jamais vu cette substance être utilisée dans un cabinet dentaire. Alors elle remet la boîte en état pour que James ne remarque pas qu'elle l'a ouverte, la pose sur son bureau, puis retourne à son poste. Mais si elle ne dit rien, il n'en reste pas moins que cette histoire la tracasse. Caitlin décide donc de vérifier, juste au cas où. Elle va sur Google, tape « cyanure de potassium » et les résultats qui s'affichent font monter en elle un malaise surpuissant. Les symptômes d'un empoisonnement au cyanure ressemblent trait pour trait à ce que James décrit de l'état d'Angela depuis une semaine. Confusion, vertige, faiblesse musculaire, nausées, toutes les cases sont cochées. Caitlin ne fait part à personne de ses soupçons ce jour-là. L'idée même que quelqu'un puisse empoisonner un autre individu n'est pas le genre de chose qu'on prend à la légère. La responsable administrative a besoin de temps pour digérer ce qu'elle pense avoir compris. Le 14 mars, Angela sort de l'hôpital. Le soir venu, une caméra de surveillance installée dans la cuisine des Craig filme James en train de lui préparer un énième shaker protéiné. Et le lendemain matin, le 15 mars, il envoie un texto à son beau-frère, Mark, pour lui demander de donner une dose de clindamycine à son épouse, un antibiotique prescrit pour traiter une infection des sinus. Mark s'exécute et donne la capsule à Angela, qui la prend sans se poser de questions. Le problème, c'est qu'elle ne contient pas de clindamycine, mais du cyanure de potassium, 200 mg de poison pur, enfermé dans une gélule en apparence parfaitement normale. C'est après ça qu'Angela est ramenée aux urgences, au UC Health pour la 3e fois. En apprenant qu'elle est à nouveau à l'hôpital, Caitlin décide d'agir et contacte Ryan, l'associé de James, qui se rend immédiatement à l'hôpital avec sa femme Michelle. Quand ils arrivent, l'époux d'Angela est en train de sangloter à son chevet. Ryan fait face à un dilemme de taille. Son associé, qui est aussi son ami depuis l'école dentaire, est peut-être en train d'empoisonner sa propre femme. Une chose bien trop grave pour être couverte. Il attend alors que James s'éloigne pour passer un appel téléphonique, puis prend une infirmière à l'écart pour lui parler. Il lui révèle qu'un paquet de cyanure de potassium a été livré au cabinet du dentiste 2 jours plus tôt et qu'il n'existe aucune raison médicale qui puisse justifier cette commande. Ryan le dit clairement. Il pense qu'Angela a été empoisonnée. Aux États-Unis, certains professionnels de santé ont l'obligation légale de signaler tout soupçon de crime aux autorités. Et les infirmières en font partie. Après avoir parlé à l'associé de James, elle appelle donc la police pour leur rapporter ce qui lui a été confié. En quelques heures, l'unité des homicides de la police d'Aurora ouvre une enquête. Malheureusement, il est déjà trop tard pour Angela, qui ne survivra pas aux trop lourds dommages que le poison lui a infligés. Ce que les analyses toxicologiques vont révéler des semaines après, c'est l'ampleur de ce qui s'est passé dans son corps le 15 mars. Une première prise de sang est effectuée le matin à 11h50. Les résultats analysés après sa mort par un toxicologue judiciaire montrent un taux de cyanure de 1,7 microgramme par millilitre. C'est un niveau toxique, suffisant pour provoquer un coma.
mais pas nécessairement mortels. Le même échantillon montre aussi 68 microgrammes d'arsenic par millilitre de sang. Moins que le 9 mars, mais assez pour indiquer qu'Angela a été exposée une nouvelle fois à l'arsenic entre les deux dates. Et surtout, il y a aussi 95 nanogrammes de tétrahydrozoline par millilitre de sang. Les fameuses gouttes pour les yeux. Une concentration qui ne peut s'expliquer que par une ingestion. L'équivalent d'un flacon entier, au minimum, avalé par voie orale. À 20h21, environ 8 heures après cette première prise de sang, une deuxième est effectuée. Le taux de cyanure est passé de 1,7 à 3,7 microgrammes par millilitre de sang. Il a plus que doublé. C'est presque 2 fois la dose létale. Or, avec le temps, les niveaux auraient dû baisser, pas augmenter. La demi-vie du cyanure dans le corps humain est d'environ 30 minutes. Si Angela en a ingéré le matin, son taux aurait dû diminuer au fil de la journée, pas exploser en fin de soirée. Il n'y a qu'une seule explication possible. Quelqu'un lui a administré une seconde dose de cyanure pendant qu'elle était hospitalisée, et sous perfusion. L'unique personne qui est entrée seule dans sa chambre cet après-midi-là, c'est James. Selon une infirmière du service, Angela semblait aller mieux plus tôt dans la journée, jusqu'à ce que son époux se rende à son chevet. Ensuite, il est ressorti de la chambre, en disant qu'elle avait mal au bras. Les médecins se sont précipités pour lui venir en aide, mais la mère de famille était déjà inconsciente, et elle ne s'est jamais réveillée. Un détail a aussi frappé le personnel soignant. Pendant que les docteurs s'affairaient autour d'Angela, James prenait des photos depuis le couloir, les fameuses photos qu'il a envoyées à Ryan et Michelle. Le rapport du bureau du médecin légiste est sans appel. Empoisonnement aigu au cyanure et à la tétrahydrozoline. L'empoisonnement subaigu à l'arsenic est listé comme une condition significative ayant contribué à la mort. En clair, James n'a pas utilisé un seul poison pendant les 10 jours d'agonie de sa femme. Il en a utilisé 3. L'arsenic pour affaiblir Angela sur la durée, la tétrahydrozoline en quantité létale pour s'attaquer à son cœur, et le cyanure de potassium, d'abord caché dans une gélule d'antibiotiques, puis administré directement à l'hôpital pour l'achever. Dans la soirée du 15 mars, James appelle Ryan. Il dit qu'il a appris des informations troublantes et demande s'il a parlé au personnel médical. Son associé confirme. Oui, il sait pour le cyanure. Et oui, il en a parlé à l'hôpital. James commence à mentir en prétendant que le colis contenait une bague, un cadeau surprise pour Angela. Sauf que Ryan n'est pas un lapin de 6 semaines et n'avale pas la couleuvre. Il lui répond qu'il sait très bien que c'était pas le cas. Alors, son ami change de version. Il admet avoir commandé du cyanure de potassium, mais affirme que c'est son épouse qui le lui a demandé. Ryan semble en avoir assez entendu, parce qu'il conseille à James d'arrêter de parler et de prendre un avocat. Puis il raccroche. Le lendemain, James envoie un message à Ryan, dans lequel il le supplie de ne parler à personne, y compris aux forces de l'ordre. Il insiste sur le fait qu'il n'a aucune obligation de répondre à leurs questions sans assignation. James dit à Ryan qu'il a déclenché une horrible tempête pour sa famille. Puis il termine en jouant sur les sentiments. Si un jour on a été amis, fais-moi cette faveur s'il te plaît. PS, ne réponds pas à ce message tant que je t'ai pas recontacté. Ryan n'avait de toute façon pas l'intention de répondre, parce qu'il a déjà parlé aux enquêteurs. Quand Karine rejoint James à Denver le 16 mars, Angela est toujours sous assistance respiratoire. Ses organes lâchent l'un après l'autre. Et le surlendemain, décision est finalement prise de la débrancher. Quelques heures après ça, la police d'Aurora arrête James Craig pour meurtre. Il est emmené en détention, mais même la prison va pas suffire à le faire taire. Parce que derrière les barreaux, il va continuer à mentir, manipuler et essayer de détruire tous ceux qui se mettent en travers de son chemin, y compris la détective qui a démonté son plan pièce par pièce. Le 19 mars 2023, James est inculpé de meurtre au premier degré. Sa caution est fixée à 10 millions de dollars en liquide, une somme que presque personne ne peut réunir. Le dentiste reste donc en détention à la prison du comté, dans l'attente de son procès. Dehors, ses 6 enfants se retrouvent sans parents du jour au lendemain. Leur mère est morte le 18 mars et leur père a été arrêté le 19. En 48 heures, les enfants Craig ont tout perdu. En octobre 2023, James plaide non coupable de meurtre au premier degré et de falsification de preuves. Son procès est prévu pour le début d'année suivante, mais il va pas rester sagement derrière les barreaux en attendant d'être jugé. Parce que s'il y a une chose que cette affaire démontre du début à la fin, c'est que cet homme ne sait pas s'arrêter. Sauf qu'en réalité, la seule chose qu'il sait faire, c'est se mettre dans le pétrin encore un peu plus. Quelques mois après son arrestation, James se lie d'amitié avec Justin Bohannon, un codétenu. Il lui raconte sa version des faits,
se plaint de l'enquête et finit par lui demander un service. Il veut qu'une fois libéré sous caution, son codétenu se rende dans sa maison pour y déposer des lettres dans le garage et dans le véhicule de James. Des lettres qu'il a rédigées depuis sa cellule, en essayant de les mettre en forme pour qu'on croie qu'elles ont été écrites par Angela avant sa mort. Leur contenu, elle n'était pas heureuse, elle était dépressive et voulait mourir parce qu'elle savait que son mari avait des liaisons. L'idée, c'est que les enquêteurs ou les avocats de la défense tombent sur ces lettres et les présentent comme des preuves qu'Angela voulait sauter la vie. En échange, James offre à son codétenu des soins dentaires gratuits ou de l'argent pour qu'il puisse payer sa caution. Est-ce que vous feriez confiance à Bernard Madoff pour gérer votre argent ? Non ? James y pourrait, lui. Évidemment, son codétenu joue pas le jeu et le balance. Il contacte les forces de l'ordre pour tout leur dire et gratter une remise de peine. Sauf que ça n'arrête pas James. En avril 2024, il envoie une lettre à un ancien codétenu depuis la prison. Mais pas de chance. Elle est renvoyée à l'expéditeur parce que l'adresse est incorrecte. C'est comme ça que les autorités en prennent connaissance. Dans cette lettre, James détaillait un plan élaboré. Il voulait que l'ancien codétenu en question trouve une ou deux femmes séduisantes, prêtes à donner de faux témoignages lors du procès. Ces femmes devaient dire qu'elles connaissaient Angela, puis confirmer qu'elle avait découvert les liaisons de James et voulait divorcer. Les faux témoins étaient aussi censés affirmer qu'elle leur avait demandé de l'aider à piéger son mari, pour lui coller un crime qu'il n'avait pas commis sur le dos. En échange de ce service, James proposait 5 000 $ en liquide par femme à son codétenu, ainsi que des soins dentaires gratuits pour sa mère. Un traitement dont le coût était estimé entre 30 000 et 60 000 $. À ce prix-là, ça se demandait s'il lui restait des chicots. Après 2 échecs, James ne se décourage pas et écrit cette fois une lettre à l'une de ses filles, Annabelle. Dans cette lettre, il lui donne des instructions en 10 étapes. Il lui explique comment trouver quelqu'un capable de produire une vidéo deepfake de sa mère sur le darknet. Une vidéo dans laquelle Angela, morte depuis des mois, apparaîtrait à l'écran pour demander à James de commander du cyanure, de l'arsenic et de l'oléandrine pour elle. Une vidéo où la mère de ses enfants dirait de sa propre voix qu'elle voulait mettre fin à ses jours et avait demandé à son mari de l'aider. Annabelle reçoit aussi un appel de son père en prison. Il lui dit qu'un de ses cousins, un certain Jonathan, est détenu dans la même prison et va bientôt être libéré sous caution. Elle a pour mission d'aller le chercher à sa sortie et ajoute qu'il vaut mieux qu'elle n'en parle à personne. Annabelle ne connaît pas ce fameux Jonathan, mais se dit que c'est peut-être un membre éloigné de la famille, alors elle y va. Elle paie la caution et récupère l'homme en question qui n'est évidemment pas son cousin. C'est un énième codétenu de James qui remet à sa fille les feuilles de papier imprimées, scotchées ensemble et couvertes d'écritures manuscrites. Ce soir-là, le frère aîné d'Annabelle l'appelle 2 fois. Au cours du second appel, elle craque et lui raconte ce qu'elle vient de faire. Son frère et son oncle se précipitent pour la rejoindre et les fameux documents laissés à la jeune femme sont ainsi récupérés, puis transmis aux enquêteurs. Pour la 3e fois, le plan de James s'écroule. Mais devinez quoi ? Il recommence ses manigances une 4e fois. En novembre 2024, 2 semaines avant l'ouverture de son procès, les autorités fouillent la cellule qu'il partage avec Nathaniel Harris, un autre détenu. Et elles découvrent une lettre de 11 pages signée Jimmy Craig. Son contenu est explosif. James ne cherche plus seulement à fabriquer des preuves ou à manipuler des témoins. Cette fois, il veut faire tuer des gens. Et plus précisément, la détective Bobby Jo Olson, l'enquêtrice principale de son dossier, celle qui a rédigé un affidavit de 52 pages contre lui, après avoir remonté chaque recherche Google, achat Amazon, texto et déplacement de son téléphone portable. James écrit dans sa lettre « La pire et la plus sale détective du monde est sur mon dossier. Elle s'appelle Bobby Olson. Il faut la discréditer. » Sauf que discréditer n'est qu'un euphémisme. James a explicitement demandé à Nathaniel de trouver quelqu'un capable de tuer Bobby. Il pensait qu'au vu de son passé criminel, il saurait où trouver le genre de personne capable de se charger de ce genre de sale besogne. Nathaniel lui a répondu qu'il allait s'en occuper. Mais il n'avait en réalité pas l'intention de le faire. On peut plus faire confiance à personne, c'est fou. D'ailleurs, Bobby Olson n'était pas la seule cible. Il voulait aussi faire éliminer un autre officier de police, ainsi que 2 codétenus qui, selon ses dires, fournissent des informations aux autorités. La lettre de 11 pages devait être envoyée à l'ex-femme de Nathaniel, Cassiani Constantinidis. James voulait aussi qu'elle se fasse passer pour une amie d'Angela et témoigne au procès du fait qu'elle était dépressive et voulait mettre fin à ses jours. Il offrait 20 000 $ par faux témoignage et toujours des soins dentaires gratuits en prime. L'ex-femme de Nathaniel reçoit effectivement la lettre par courrier
et la remet immédiatement aux enquêteurs. James est ainsi inculpé de sollicitation de meurtre au premier degré et de sollicitation de parjure supplémentaire. Chacune de ces tentatives a échoué. Elles n'ont fait qu'ajouter des charges supplémentaires à son dossier et retarder le procès de plusieurs mois. Le 15 juillet 2025, le procès de James Craig commence enfin. Il fait face à 6 chefs d'accusation. Meurtre au premier degré, sollicitation de meurtre au premier degré, 2 chefs de sollicitation de falsification de preuves et 2 chefs de sollicitation de parjure au premier degré. Le procureur ouvre les débats et dit une phrase qui résume toute l'accusation. James Craig n'est pas entré dans cette chambre d'hôpital pour sauver la vie d'Angela. Il y est entré pour la tuer. James voulait se débarrasser d'elle pour entamer une nouvelle vie avec Karine, en raflant au passage la prime de 3,4 millions de dollars de l'assurance décès de sa victime. Un montant colossal qui lui aurait en plus permis de rembourser ses nombreuses dettes. La défense ne conteste pas la présence de poison dans son corps, ni le fait que son mari avait des liaisons extra-conjugales. Ce qu'elle conteste, c'est qu'il soit responsable de la mort de sa femme. Ah bon ? Elle conteste ça. Le procès dure 2 semaines. 48 témoins défilent à la barre pour l'accusation. La défense, elle, n'en présente aucun. Elle se contente de contre-interroger les témoins de l'accusation et de tenter d'instiller le doute raisonnable dans l'esprit du jury. Le jury, justement, se retire pour délibérer le 29 juillet 2025. Près de 9 heures de discussion, réparties sur 2 jours. Le lendemain, le 30 juillet, en début d'après-midi, James Craig est déclaré coupable de tous les chefs d'accusation qui pèsent contre lui à l'unanimité. Il ne montre aucune émotion quand le verdict est lu. Il ne pleure que quand l'une de ses filles prend la parole. La juge prononce ensuite la sentence, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La peine obligatoire au Colorado pour un meurtre avec préméditation. Pour les 5 autres chefs d'accusation, James écope de 33 ans de prison supplémentaire à purger consécutivement. Je crois qu'on est d'accord pour dire que James Craig, c'était pas le mari idéal. Alors tout ce qu'il a fait, ça peut paraître fou, et pourtant c'est clairement pas le seul à avoir déjà agi comme ça. C'est peut-être même pire dans l'affaire Michelle McNeil, que je vous avais raconté sur la chaîne. Vous devez vous en souvenir si vous l'avez vu. On est arrivé au bout de cette affaire criminelle, un grand merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye.